Les élections municipales auront lieu dans quelques semaines, le 15 mars pour le premier tour et la semaine suivante, le 22 donc, pour le deuxième. Avant le scrutin, mais aussi une fois les nouvelles équipes élues, une question s'impose. De quelle façon les enjeux de transition énergétique et climatique concernent-ils les communes et intercommunalités ? Pour traiter ce sujet dans toutes ses dimensions, nous vous proposons une mini-série de 3 épisodes du podcast Time to Shift, le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour s'engager vers une économie et des territoires décarbonés. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Prisca Milonnet, bénévole au sein des Shifters et particulièrement engagée dans la coordination avec les groupes locaux, pour évoquer avec elle comment aborder le thème de la décarbonation dans le cadre de ces élections. Bonjour Prisca, alors pour commencer, peux-tu nous expliquer ton rôle au sein des Shifters ? Bonjour, donc je suis shifteuse depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que mon engagement s'est particulièrement renforcé en fin d'année 2024 lorsque j'ai rejoint l'équipe de pilotage de l'initiative municipale 2026 qui a été lancée par le conseil d'administration des Shifters en fin d'année 2024 pour essayer de prendre un peu d'avance. L'action des Shifters pour les municipales, c'est principalement des actions réalisées par les groupes locaux sur leur territoire. Mais pour accompagner tout ça, on a monté une équipe au niveau national pour coordonner, s'aider les uns les autres, créer des outils utiles à tous et établir une stratégie qui puisse servir à l'ensemble des groupes locaux. Pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi est-ce que les territoires sont d'ores et déjà concernés par le changement climatique ? Alors, c'est vrai que les territoires sont au premier rang des impacts les plus visibles par le grand public du changement climatique. On pense souvent notamment aux événements climatiques extrêmes, donc par exemple les canicules qui vont impacter à la fois les habitants mais aussi les infrastructures, les sécheresses qui vont fortement impacter les productions agricoles et donc finalement l'ensemble du pays, et aussi par exemple les inondations qui vont forcément impacter les riverains. Tout ça, ça fait que les territoires doivent particulièrement s'adapter pour rendre leurs espaces plus vivables et plus résilients. En plus de ça, les collectivités territoriales sont le représentant de l'État qui est à l'échelle de notre vie quotidienne, et c'est donc instinctivement de leur part qu'on attend des mesures très concrètes et aussi une exemplarité. Ok, donc les enjeux sont forts, les risques élevés. Pour une équipe qui voudrait s'engager dans des actions, qu'est-ce qu'elle y gagne ? Alors, traiter du changement climatique, c'est chercher la résilience des territoires. Et c'est en ça que c'est aussi traiter un grand nombre des préoccupations des habitants. Si je prends des exemples, le fait de repenser la place de la voiture pour favoriser les cheminements piétons et améliorer la qualité de l'air, c'est se préoccuper de la santé, tout comme baisser la quantité de protéines animales ou privilégier le bio. Favoriser les circuits courts, l'économie circulaire et les commerces de proximité, c'est s'intéresser à la redynamisation de nos territoires. Travailler sur la sobriété thermique des bâtiments, travailler l'éclairage public, ça a un impact direct sur les finances. Or, la finance, la santé, la redynamisation des territoires, c'est vraiment des préoccupations primordiales pour les électeurs. Donc finalement, s'intéresser au climat, c'est aussi s'intéresser aux préoccupations des électeurs, même de façon indirecte. Malgré ça, on entend toujours, voire de plus en plus, des discours qui questionnent soit la réalité du changement climatique, soit la capacité d'action des acteurs locaux. Comment leur répondre ? Alors là, on a plusieurs types de discours possibles. On peut avoir un discours hyper pragmatique sur les risques à ne rien faire. Déjà, on évoquait les risques physiques sur la vie des habitants. On retrouve déjà des villes qui sont de moins en moins habitables. Donc, ne rien faire face au changement climatique peut faire peur en tant que tel. Et on va aussi avoir de plus en plus d'obligations réglementaires auxquelles vont devoir se plier les communes sur le sujet. Et on chiffre aussi de plus en plus le coût de l'inaction. Un rapport dernièrement a estimé qu'on payait 6 à 20 fois plus cher en attendant plutôt qu'en agissant dès maintenant. Donc ça, c'est l'approche assez pragmatique. On peut aussi avoir des approches plus positives, avec l'idée qu'on ne peut pas se reposer sur les autres pour agir, mais que c'est bien ensemble qu'on est capable de relever de grands défis, et donc qu'on va pouvoir y arriver et qu'il faut agir ensemble. En plus de ça, on peut utiliser tous les arguments sur les co-bénéfices que j'évoquais juste avant, si on se trouve face à des acteurs un peu réfractaires. Même la sobriété est quelque chose qui peut donner envie, si on le repose dans le cadre d'une société plus conviviale, grâce à de la mutualisation, à du partage, ou encore à un meilleur
cadre de vie grâce à une réduction de la pollution ou une amélioration de la qualité de l'air. Parmi les contre-arguments, on entend aussi souvent que le climat est un enjeu mondial, alors qu'une commune est toute petite. Et en plus, on a parfois du mal à savoir ce qu'un maire peut réellement décider ou faire. Donc sur quel sujet on peut vraiment agir quand on est élu municipal ? Alors, en effet, les capacités d'action sont très différentes selon les échelons politiques. On appelle ça les compétences. Et les compétences d'un ou d'une maire peuvent varier selon le type de commune. Mais on va toujours retrouver un socle commun dans les compétences d'une commune. Par exemple, l'école, les espaces verts, la sécurité. Et ensuite, on va retrouver tout un tas de compétences qui peuvent être partagées avec l'intercommunalité. Et ces compétences-là, elles peuvent avoir un très fort impact sur la transition. On va y retrouver la mobilité, les déchets, l'eau, l'urbanisme et plein d'autres. Mais même si ces compétences sont potentiellement à la main de l'intercommunalité, ça ne veut pas dire que la mairie n'a pas d'action dessus, puisque l'intercommunalité se construit à partir des listes élues au niveau communal. En plus, on ne le sait pas toujours, mais la mairie est représentante dans plein d'organismes différents. Elle va donc avoir des élus qui siègent à l'intercommunalité, mais aussi dans les syndicats des eaux, de l'énergie. Donc sa compétence est loin d'être moindre. Ok, donc il y a réellement des moyens d'agir. Et donc dans cette campagne des municipales, souvent les territoires sont un petit peu au taquet. Comment aborder le sujet de la décarbonation avec eux dans ce moment très fort au niveau local ? En effet, c'est une super occasion pour créer du contact. Donc, on préconise déjà de créer ce contact en discutant, par exemple, sur des marchés, en repérant des candidats ou des membres de liste sur les réseaux, en participant à des événements. Et l'objectif pour nous, shifters, ça va déjà être de se présenter simplement, en tant que shifter, mais aussi en tant que citoyen. On peut les interpeller d'un ton amical, neutre, en utilisant, par exemple, 1 ou 2 questions, pour chercher à montrer qu'on souhaite approfondir lors d'un rendez-vous. L'objectif, ce n'est pas de leur tendre un piège, mais bien de montrer qu'on peut apporter de l'aide sur ces questions. D'accord, donc essayer d'obtenir un rendez-vous. Et si on l'obtient, comment bien amener le sujet du climat ? Est-ce que les shifters ont préparé des anti-sèches ? Alors, des anti-sèches à peu près, parce qu'en effet, on conseille de vraiment bien préparer ce type de rendez-vous. Il faut faire autant attention à la forme qu'au fond. On préconise de vraiment se montrer humble à l'écoute du candidat qu'on a en face de nous ou du membre de la liste, puisqu'on doit bien se rappeler de la difficulté et des contraintes qui sont associées au rôle d'élu local. Ce n'est pas un choix facile que de se présenter en tant que maire et on a vraiment besoin d'eux. Pour bien préparer, on préconise de s'attarder sur des sujets spécifiques qu'on souhaiterait aborder, préparer un fil rouge, rédiger un fil rouge, pour montrer qu'on peut apporter de l'expertise à des listes qui potentiellement ne demandent qu'à être alimentées. On cherche vraiment à se positionner en tant que gagnant-gagnant, c'est-à-dire ni en donneur de leçons, ni purement en demande auprès d'un acteur local. Donc tu as évoqué un grand nombre de sujets et de thèmes sur lesquels les communes peuvent agir. Par où commencer ? Quelles actions sont accessibles ? Alors, il y a une équipe de shifters qui a été créée pour l'occasion, qui a travaillé sur plusieurs outils à mettre à disposition des shifters. Le premier, c'est une analyse du territoire. En effet, on recommande, pour bien choisir ces thématiques, de partir de l'analyse de notre territoire. La caractéristique des municipales, c'est vraiment qu'on parle précisément de chez nous. Cette matrice d'analyse de la maturité d'un territoire, elle a pour but d'outiller les shifters pour se poser les bonnes questions en amont d'un rendez-vous. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qui est déjà fait ou qu'est-ce qui manque cruellement sur ma commune en termes de transition. Pour ça, ils ont travaillé sur une vision 360 des enjeux de la transition à la maille communale. On parle encore une fois vraiment des compétences d'un élu local et non pas de tous les sujets possibles de la transition. Pour chaque thématique, par exemple l'énergie, le bâtiment, l'agriculture, l'équipe a identifié tout un tas d'actions stratégiques qui vont être issues très majoritairement du rapport du Shift. Par exemple, pour la thématique aménagement urbain, on va retrouver comme action stratégique travailler sur la sobriété foncière, donc limiter l'étalement urbain, s'adapter aux risques géographiques de sa commune, prioriser la rénovation et plein d'autres. Et pour chaque action, ils ont détaillé des mesures concrètes qui correspondent. Par exemple, l'application du zéro artificialisation nette, la création d'îlots de fraîcheur, la rénovation de l'espace public. Le shifter, avec toute cette liste très fournie, peut se demander est-ce que cette action serait applicable et pertinente pour mon territoire ?
En effet, on ne va pas préconiser les mêmes choses sur l'agriculture ou sur la voiture si on est sur une commune ultra-urbaine ou rurale. Et si cette action est applicable et pertinente, on va se demander, est-ce qu'elle est déjà mise en place ? Toute cette analyse va permettre d'avoir une photo par thématique de transition, de la maturité de mon territoire et donc de pouvoir prioriser les sujets. Ça paraît être une grosse analyse en amont, c'est le cas, mais après, chacun est libre de l'employer comme il le veut. L'objectif était ici d'avoir un outil le plus exhaustif possible. Ok, donc on commence par cette analyse, mais entre une petite commune rurale et une grande agglomération, les sujets et les solutions ne seront pas les mêmes. Comment faire la nuance ? Donc, en effet, on ne va pas aller aborder les mêmes sujets de la même manière selon si une commune est grande ou petite, rurale ou urbaine, etc. Donc, pour aller un pas plus loin et proposer des solutions très concrètes, l'équipe a aussi construit un catalogue de solutions sur les axes clés. Donc, comme je citais précédemment, ça peut être l'aménagement ou encore la mobilité, l'agriculture. Et sur ces thématiques, proposer des solutions détaillées en expliquant à quel type de commune on s'adresse, en fonction de sa maturité, mais également de sa taille. Pour chacune de ces propositions, on a également détaillé des belles histoires, c'est-à-dire des exemples de communes qui ont mis en place ce type de mesures pour qu'on ne puisse pas nous répondre « non, ce n'est pas possible ». D'accord, donc c'est possible, c'est déjà une très bonne nouvelle, et avec tous ces outils, les shifters sont bien équipés pour amener la décarbonation dans le débat. Mais justement, si le débat n'est pas possible, parce qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec une équipe candidate, que faire ? Alors, c'est vrai qu'on encourage beaucoup les rencontres avec les candidats parce que ça n'impacte pas seulement la période de campagne. Ça permet aussi de nouer des relations pour l'après, d'avoir un impact pendant le mandat qui arrive. Mais c'est vrai qu'en parallèle, il y a plein d'autres actions qui sont possibles. Par exemple, beaucoup de groupes locaux se sont lancés sur la préparation de débats publics. Donc on va en retrouver à Paris, mais aussi à Clermont, à Toulon, à Roanne. Il y a d'autres événements possibles, comme des réunions publiques, puisque les municipales sont un bon moment pour mettre dans le débat les sujets de résilience des territoires. On va avoir des groupes locaux qui, par exemple, organisent des conférences autour de la stratégie de résilience des territoires, le rapport du Shift. C'est le cas des Hauts-de-France. Enfin, il y a des événements aussi de plus petite ampleur qui peuvent être organisés, mais qui n'ont pas un moindre impact, puisque ça permettra de sensibiliser les habitants à l'aide d'événements conviviaux, de cafés, etc. D'accord, donc l'essentiel est d'amener le sujet dans le débat, mais pour poser aussi la question qui fâche, est-ce que les shifters soutiennent certaines listes de candidats ? Alors, la réponse est non. Il est tout à fait possible qu'un candidat se présente sur une liste, comme tout citoyen, mais cela sera bien distinct de son engagement de l'association. Les shifters sont une association apartisane, c'est-à-dire qu'elles ne soutiennent aucun parti politique. En aucun cas, un shifter candidat ne pourra laisser entendre qu'il représente par sa candidature les shifters ou le Shift Project. Il ne participera donc pas aux activités en interaction avec les candidats s'il appartient à un groupe local. Mais être candidat est bien sûr un bon moyen de porter des messages et les propositions des shifters, puisque nous sommes apartisans et pas apolitiques, c'est-à-dire que nos travaux ont en effet une dimension politique, puisqu'ils concernent la vie en société. Pour finir, une fois les élections terminées, est-ce que ce sera enfin l'heure du repos ? Et non, finalement, ces élections, ce n'est que le début. En effet, les relations qui ont été nouées pendant la campagne devraient permettre d'avoir des actions à encore plus fort impact pour les shifters pendant les mandats à venir. Et tous les outils qui ont été mis à disposition ont pour but d'être réutilisés à d'autres fins. Par exemple, la matrice que j'évoquais tout à l'heure peut aussi servir lors d'un dialogue avec un élu en place pour lui faire, ou en tout cas l'accompagner dans un bilan sur sa propre commune. Tu nous as présenté beaucoup d'outils, d'éléments et d'informations. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces outils ? Il faut déjà adhérer à l'association The Shifter. Et en tant que shifter, il est possible de les retrouver très facilement dans l'espace Mon Compte, où il y a un encart spécifique au municipal. Tous ces outils sont disponibles avec notamment un kit élection municipale qui comprend un plaidoyer général, une matrice d'analyse de la maturité des territoires, un catalogue de solutions, mais également des conseils pour accompagner la prise de rendez-vous, savoir comment échanger avec les shifters au national, tout pour accompagner la décarbonation des territoires dans le cadre des élections municipales. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project.
Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.